d'Iguel hier, palais du 15 janvier aujourd'hui, ces joyaux fruits de la coopération tchadienne a abrité la première manifestation publique de portée nationale et internationale, la conférence nationale souveraine. Ce vendredi 15 janvier, un vent glacial soufflait sur la capitale. Ils étaient quelques 800 délégués constitués pour la plupart d'éminentes figures tchadiennes à répondre présents à ce rendez-vous. De l'incontournable grand boubou brodé à la veste et à la cravate, tout le monde s'est imposé une tenue de ville. On se distribuait partie des accolades, par là des chaudes poignées de main, le tout dans une atmosphère de retrouvailles à la mesure de l'événement. L'événement est plus qu'historique, du point de vue des enjeux d'abord. Si de l'avis de beaucoup de Tchadiens, la CNES était le cadre approprié pour poser un diagnostic serein et clair au mot du pays et réfléchir aux remèdes à y apporter, certains voulaient en profiter pour y batailler dur afin de se hisser aux commandes des futures institutions. Qu'à cela ne tienne, un seul souci animait cependant les participants, c'est jeter les bases d'une société démocratique solide. Premier acte de cette volonté, la cérémonie d'armes organisée par l'Association tchadienne de non-violence. Le président de la République, accompagné de 3 personnalités, vont accomplir l'acte symbolique en jetant dans les flammes des armes de guerre qu'ils ont reçues des mains des membres de la non-violence. Pour le chef de l'État, que le Tchadien considère ce geste comme un rejet définitif du recours à l'arme et à la violence. Deuxième acte, la cérémonie a changé de cadre. Leaders politiques, syndicalistes, responsables d'associations, membres du gouvernement, sultans et autres dignitaires, personnalités ressources, diplomates et autres invités ont envahi la grande salle du palais du 15 janvier. Ensuite, le chef de l'État fit son entrée dans la salle où régnait une ambiance solennelle. Dans un discours d'environ 2 heures, le président de la République a fait l'historique de l'évolution de notre pays. Il a brossé un tableau somme toute sombre de la situation politique et socio-économique du pays depuis l'indépendance en soutien le contexte dans lequel se tient cette conférence nationale souveraine et dont la mission est on ne peut plus salvatrice. Aussi, il a souhaité qu'à l'issue de cette CNES, il n'y ait ni vainqueur ni vaincu, mais une société tchadienne soudée par des intérêts communs. Dans les moments aussi décisifs, les responsabilités sont les plus grandes. En abordant les problèmes du Tchad, nous ne devons pas raisonner en plaignant et en défendant, mais en élément d'une même société à la recherche des solutions communes. De sorte qu'à l'issue de cette conférence, comme beaucoup l'ont dit, il n'y ait ni vainqueur ni vaincu, mais une société soudée par des intérêts communs et régie par des règles claires et sécurisantes. Le président de la République a tracé le cadre et l'esprit dans lequel devraient se dérouler les travaux de la CNES. La tripartite qui est chargée de diriger les débats a d'entrée de jeu présenté le projet d'ordre du jour qui comprend l'examen et l'adoption du règlement intérieur. Les délégués, quant à eux, ont posé comme préalable la question de la souveraineté de la CNES avant d'entamer les discussions. Le débat est ouvert. Sur le plan pratique, il est très difficile d'admettre que la commission tripartite, qui est signataire du projet de règlement intérieur qui est soumis à notre approbation, puisse diriger les débats sur la base de son propre travail. En notre sens, d'abord, la proclamation de la souveraineté de la CNES qui doit être inscrite selon la procédure d'urgence au journal officiel de la République et la mise en place d'un bureau provisoire avec 2 représentants des partis politiques, les différentes sensibilités, un représentant du monde rural, un représentant de l'exécutif et un représentant de la société civile qui doivent diriger les débats concernant l'adoption de ce règlement intérieur
et arriver à mettre en place sur une base consensuelle le présidium qui doit présider aux travaux de la CNS, si elle est souveraine. Donc, à ce sujet, nous avons un projet de proclamation de la souveraineté de la conférence nationale et avec votre permission, je ferai la lecture, si la conférence est souveraine, en tant que participant et chef de délégation, je ferai la lecture de ce projet. Nous, peuple tchadien réunis en conférence nationale souveraine, constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années. Il y a une motion d'ordre là. Motion d'ordre? Il n'y a pas de motion d'ordre. La conférence en ce moment n'est régie par aucun acte. Monsieur, non. Vous parlez, j'ai le droit, on m'a donné la parole, donc permettez en tant que démocrate de parler aussi. Est-ce que la parole m'a été retirée? Monsieur, en tous les cas... La parole ne m'a pas été encore retirée. Il faut que le président prenne la responsabilité de me retirer la parole. Vous avez la parole. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Monsieur Abakar Adou. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme vient de faire une proposition. Donc, par rapport à cette proposition, l'Assemblée n'est pas encore prononcée et en plus, il n'a pas, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, faire une déclaration au nom du peuple tchadien pour déclarer la souveraineté de la conférence nationale. La conférence nationale souveraine a été confirmée encore devant vous hier que la conférence nationale est souveraine. Je crois que nous nous en tenons à ça. Dès que le président de la République a ouvert les travaux, à notre humble avis, nous disions qu'il faut que la conférence se proclame souveraine, comprenne cet acte appelé statut qui consacre noir sur blanc la souveraineté de la conférence nationale. Je suis aussi étonné par le fait que certains disent que la déclaration du chef de l'État ne peut avoir valeur juridique. Ce qui m'amène à dire que nous avons tendance à avoir la mémoire courte. En effet, une déclaration du même chef de l'État du 4 décembre 1990 qui, à l'époque, s'engageant dans cette déclaration à créer les conditions de l'avènement d'une démocratie multipartite, a été utilisée de façon très avancée par des groupes, des individus qui à l'époque ne sont pas des partis politiques, mais qui l'ont trouvé comme base juridique pour pouvoir déjà se constituer et cogiter des projets de société. Et lorsqu'il y a eu interpellation, cette même déclaration a été mise en avant pour dire qu'elle sert de soubassement juridique et elle a valeur juridique. La souveraineté sur laquelle on discute est acquise depuis 15 mois. La parole du président, premier magistrat, fait force de loi. Il n'est pas besoin de demander des écrits pour la souveraineté de la conférence. Ici, le problème fondamental n'est pas la souveraineté. Pour moi, c'est acquis.
Le problème, c'est le dispositif de l'exercice de cette souveraineté. Et cela ressort du Présidium avec son Assemblée. La première des choses, c'est qu'on ne peut pas accepter que l'acte de souveraineté soit signé ou contresigné par le chef de l'État parce que ça va être une source de conflit. Je m'explique. Pendant la conférence ou après la conférence, le chef de l'État est libre de prendre un autre acte pour annuler un acte qu'il aura signé. Deuxièmement, on ne peut pas non plus proclamer la souveraineté de la conférence sous la présidence de la tripartite. Quelle motion? Quelle motion? Mais c'est cette motion que je suis en train de faire. J'ai bien l'impression que la tripartite est en train de sélectionner les gens dans leurs interventions. J'étais parmi les premières personnes à lever le doigt avant le représentant de l'UST et j'ai l'impression qu'on a fait fi de m'inscrire. Je crois que la conférence nationale, Ali Abdraman Hagar, tient donc violence. La conférence nationale souveraine souffre d'une petite maladie. Cette petite maladie, à mon avis, elle s'appelle la tripartiomite. Et comme on sait, une maladie est vite arrivée, mais elle part très difficilement. C'est pourquoi tout le monde est unanime pour qu'on élise un présidium. Et le présidium fera tout le travail. Je crois qu'on va avancer franchement très rapidement. Monsieur le Président, je me pose la question suivante. S'agit-il d'une question de forme juridique ou cherche-t-on autre chose? Et j'ajoute là, parce que j'ai appris, j'ai entendu qu'une fois que la souveraineté sera proclamée, tout le peuple tchadien est appelé à sortir dans la rue pour danser. Alors, je me pose, monsieur de Grasse, monsieur du côté de Grasse, je me pose la question, c'est seulement cette proclamation, cet acte de forme juridique qui va faire danser tout le peuple tchadien, sans qu'on sache le contenu exact. J'aimerais que les uns et les autres aillent jusqu'au bout de leur idée et nous éclairent davantage pour nos prises de décision en connaissance de cause. C'est justement la Ligue tchadienne des droits de l'homme qui a posé le problème de la souveraineté de cette conférence. Malheureusement, certains l'ont peut-être compris, d'autres ne l'ont peut-être pas compris. Nous n'avons nullement l'intention de créer une crise politique quelconque. Un intervenant a dit tout à l'heure, quelle différence y a-t-il entre la souveraineté octroyée et la souveraineté proclamée? Il faut être clair, c'est dans le domaine de cette conférence. Nous ne sommes pas en révolution comme en 1789 en France. Dans l'esprit de ceux qui pensent que si la plénière... S'il vous plaît, Monsieur Kadiangaba, vous avez expliqué largement le sens de la souveraineté. Je crois que la plénière vous a compris. Vous nous sommez de nous prononcer sur le mot souverain. On n'a pas à se prononcer sur le mot souverain. Vous mettez en place un bureau provisoire, on proclame la conférence nationale souveraine, signez la conférence. Ensuite, on précède à l'installation du présidium, etc., etc. Mais là, vous ferez passer votre rôle. Et je proteste. Il est regrettable que la tripartite s'érige en quoi, je ne sais pas, ignore que cette conférence est souveraine et cherche à nous embourber dans quoi, je ne sais rien. Je pense que la première des choses à faire, c'est de déclarer cette conférence nationale souveraine et ensuite, je crois que le reste ira tout seul. Il faut faire sortir un décret avec 2 points. Le premier point pour affirmer le fait que la conférence nationale
elle est souveraine et ses décisions sont exécutoires. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont intervenu tout à l'heure pour dire qu'effectivement, il faut un acte juridique pour appuyer toutes les déclarations qui ont été faites. Et en deuxième point, dire que ces institutions sont issues de la charte, donc sont valables. Honorables délégués, mesdames et messieurs, nous nous sommes donc entretenus assez longuement avec ces groupes qui avaient contesté la procédure que nous avons utilisée, qui avaient quelques suggestions à faire quant au contenu même du texte de l'acte consacrant la souveraineté de la conférence. Nous avons discuté et j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que nous sommes parvenus à un consensus. Article 1. La conférence nationale du Tchad est souveraine. Elle discute et prend librement ses décisions qui sont impératives et exécutoires par les institutions de la transition. Article 2. Le président de la République est le garant de la souveraineté nationale. Article 3. Les institutions issues de la charte nationale restent en vigueur pendant le déroulement de la conférence nationale souveraine jusqu'à la mise en place des institutions de la transition. Article 4. Le présent acte entre en vigueur dès son adoption et sera enregistré et publié au journal officiel de la République selon la procédure d'urgence. Je vous remercie. L'adoption par consensus de l'acte consacrant la souveraineté de la CNS a sans nul doute décrispé la salle. Cependant, le problème de vote a été un sujet de sérieuses divergences. Vote à main levée ou vote au scrutin secret, il faut trouver un compromis. Nous proposons donc le vote à bulletin secret. Et nous sommes conscients que certains de nos compatriotes qui ne pourraient pas exprimer leur participation au vote par écrit sont là parmi nous, mais nous proposons que des bulletins en couleur soient prévus, mais avant tout que ces gens-là soient bien dénombrés et que le bulletin en couleur soit prévu à leur intention. À la place de debout, assis ou couché, je propose tout simplement le vote au bulletin secret. Et je crois que les papiers ne manquent pas pour que le bureau de vote mette à notre disposition des bulletins blancs ou rouges, et ceci aussi longtemps que la nécessité se fera sentir. Je propose qu'on maintienne seulement le vote se fait au scrutin public à main levée. Ici, sous-entendu, les gens sont assis. Le vote à main levée renferme beaucoup de risques. Il nous faudra passer au vote à bulletin secret. Nous sommes dans une conférence nationale et nous sommes des acteurs politiques et nous devrions, devant le peuple tchadien, montrer clairement notre choix. C'est pour ça que nous optons pour le vote à main levée dans la mesure où, n'en déplaise à certains, nous sommes un parti souverain, dans la mesure où nous pensons que la réunion de concertation des partis, nous avons adopté le vote à bulletin secret. Nous préférons de manière honnête changer notre point de vue. J'ai dit que le Tchad a peur. C'est ça la réalité tchadienne. C'est pour chasser la peur qu'il faut que les Tchadiens votent par scrutin secret. Il y a bien sûr une minorité parmi nous qui n'ont pas peur. Mais je vous dis sincèrement, moi j'ai peur. L'argument de la peur qui a été avancé, l'argument de la peur, nous pensons qu'il n'a pas sa raison d'être dans cette assemblée qui est de surcroît une conférence nationale souveraine. Le moyen le plus adéquat pour soutenir cette démocratie naissante, c'est bel et bien de combattre cette peur. Et pour la combattre, il faut bien démontrer ici dans cette salle que personne n'a plus peur, que nous pouvons voter à main levée pour dire ce que nous pensons
sur telle ou telle question de tel ou tel candidat. Pour cette conférence nationale souveraine, le scrutin secret s'impose de manière impérative. Nous pensons que chacun, devant la nation, devant toute la population, et je crois que c'est l'importance que ces débats soient retransmis en direct, affiche son opinion et prenne ses responsabilités. Si demain, parce que nous avons décidé de voter à main levée, puisque c'est ce vote-là que nous préconisons, nous devrons être combattus par la population, nous sommes d'accord pour assumer cette responsabilité-là. Et je crois que nous sommes ici pour prendre nos responsabilités et nous sommes appelés à le faire. Sinon, il n'y aura pas de démocratie si nous ne sommes pas en mesure d'assumer nos responsabilités. La conférence est de plus en plus bloquée et n'arrive pas à démarrer. Et si nous continuons avec cette procédure, elle ne démarrera jamais. Parce que là maintenant, d'aucuns disent que c'est l'article 58 nouveau qui pose problème. Il faudrait donc trouver un moyen pour régler ce problème. Moi je pense, très humblement, qu'il faudrait qu'on trouve une solution en dehors de cette salle. Il faudrait en particulier que les grands groupes qui constituent la conférence nationale essaient de se retrouver pour repérer quels sont les points de blocage, aussi bien aujourd'hui dans le règlement intérieur que demain dans d'autres problèmes qui vont se poser, pour qu'on essaie de discuter et de se mettre d'accord. Parce que si nous voulons que les problèmes soient réglés en plénière, ils ne le seront jamais. Chaque groupe va lâcher ses loups et on va tous se croquer tous les jours, on n'avancera pas. Qu'est-ce que les gens appellent grand groupe? De consensus en consensus, on est allé du congrès de 62 à la guerre de 63, du congrès de Doyaba à la généralisation de la lutte en 72, des accords de Khartoum à la guerre de 79, de Kano 1, de Kano 2, de Lagos. Ça nous a mené à ce que nous savons. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités pour que dans cette salle la solution soit trouvée. Il n'y a pas à aller se voir dans les coulisses à l'extérieur pour revenir. Autrement dit, la conférence nationale n'aura pas de sens. Il faut que tout soit dans la transparence ici, parce que le peuple nous juge, Monsieur le Président. C'est impossible. Nous ne recherchons pas les débats de couloir. Nous n'avons peur de personne ici. Nous n'avons peur de personne. Et les gens nous connaissent par rapport à notre franc-parler. Et nous sommes venus dans cette salle, à cette conférence, pour livrer notre réflexion par rapport à notre attitude d'acteur. Tous les problèmes seront évoqués. Le problème du bilinguisme, le problème de la forme de l'État, le problème d'opposition nord-sud, le problème d'opposition chrétien-musulman, le problème des ingérences extérieures, tous ces problèmes seront abordés dans cette salle. Par conséquent, nous n'avons pas peur. Mais nous disons tout simplement qu'il faut nous créer les conditions pour que ce débat s'engage. En fait, ce que le forum veut, c'est quoi? C'est que le forum représente la minorité de blocage. C'est ça, en fait, que le forum veut. Il y a des partis politiques dans cette salle. Il y a des partis politiques dans cette salle, il y en a 33 ou 34. Nous représentons 13 partis ici. Nous représentons 13 partis, notre point de vue doit être pris en compte. Les partis politiques réunis avec la société civile font un peu plus du tiers. Si les partis politiques dans cette salle n'arrivent pas à représenter le tiers, mais ils ne peuvent pas parler à notre nom. Même si nous sommes des sous-marins en immersion, nous avons notre droit d'être ici. Les passes d'armes auxquelles nous assistons depuis quelque temps me paraissent excellentes. Ça me permet d'apprendre pas mal de choses et j'ai l'impression personnellement que j'assiste à un cours d'études politiques. Tout texte adopté par consensus ne donne jamais satisfaction aux uns et aux autres. Ça permet simplement de continuer, de poursuivre les travaux lorsque plusieurs formations, plusieurs groupes n'arrivent pas à s'entendre sur des questions fondamentales. Monsieur le Président, je comprends fort bien que vous soyez soumis à beaucoup de pression psychologique. Si j'étais à votre place, je n'aurais pas tenu. Et je demande également l'indulgence des autres partis qui se montrent très vigilants. C'est une bonne chose.
Et s'ils étaient à la place du bureau de la commission tripartite, ils seraient soumis également à la même pression psychologique et seraient même amenés à commettre certaines erreurs de procédure. Ce texte, à mon point de vue, en mon âme et conscience, suffit. De grâce, je vous demande simplement d'adopter ce texte tel qu'il est. Et la vigilance, la vigilance qu'ont manifesté tous les autres partis permettent de suivre avec beaucoup d'attention les autres textes qui viendront un peu plus tard. Mais il faudra que ce texte serve de base. Mesdames, Messieurs, après l'intervention de M. Bangui Antoine et son appel pathétique en direction de l'Assemblée, je demande d'adopter le règlement intérieur de la Conférence nationale souveraine par acclamation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La recherche de consensus et l'esprit du dépassement a une fois de plus prévalu pour qu'enfin le règlement intérieur soit adopté. Après presque un mois de travaux, les participants amorcent la deuxième partie importante de la CNS, à savoir l'élection du présidium. Conformément au règlement intérieur, l'élection s'est faite au scrutin secret. Les participants en toute liberté ont choisi 9 personnes à la tête de laquelle se trouve M. Adou Maurice El Bongo. Le président du présidium, honoré par la confiance placée en lui, a formulé un vœu profond pour le Tchad, vœu présenté sous forme de poème et qu'il a intitulé « La Maison du Bonheur ». Je souhaiterais donc que cette maison du bonheur, que cette maison de tous les Tchadiens, solidement construite, s'élève où mes mains auraient voulu l'élever. Qu'elle rit au soleil, riche de vérité, de fleurs, de fruits, d'oiseaux, et largement ouverte au souffle du printemps comme aux clartés du ciel. Que l'abeille ouvrière y bâtisse son miel, que l'hymne de la joie humaine y retentisse et que tout y soit beauté quand tout y sera justice. Imbu par la confiance des délégués pour mener le reste des travaux, le présidium se heurtait au problème du bilinguisme. Un problème qui a agité les esprits. Certains souhaitent l'arabe littéraire, d'autres l'arabe dialectal. Les discussions ont repris des plus belles. Les amis arabophones tiennent à ce qu'on supprime le SAR, ce n'est pas faisable. Le texte est clair là-dessus. Je le relis. Les participants peuvent intervenir dans les langues nationales. Dans ce cas, les interventions sont traduites en français et arabe. Les documents de travail sont élaborés en français et arabe. Ne craignons pas de problème là où il n'y en a pas. Je voudrais dire à ces frères qui insistent autour du problème de la langue arabe qu'ils sachent que la langue sara qu'ils veulent supprimer ici existe avec l'indépendance. Pour ce qui concerne l'arabe, le français que nous voulons défendre, c'est vrai, il y a une grande couche sociale d'origine arabe ici, mais quand même, cette langue arabe écrite vient de l'Orient, vient du Moyen-Orient. La langue française, écoutez, la langue française que nous voulons défendre ici vient de l'Occident. Il faudrait que les gens comprennent. Donc, nous, au Tchad, les Tchadiens, nous ne disposons d'aucune langue écrite. Nous sommes obligés, quand il s'agit
d'adresser un message à notre peuple, à nos populations, nous devons nous adresser à la langue que la population comprenne. Et je proteste énergiquement contre l'intervention du président Goukouni, qui est une intervention, oui, je proteste énergiquement, je m'explique. Le règlement intérieur dit bien que la traduction se fait en langue officielle, le français et l'arabe. Ce qui a été dit dans le règlement intérieur, que chacun peut intervenir en langue nationale. Monsieur le ministre, je vous fais encore remarquer que ce n'est pas une motion, c'est là une intervention. Je proteste parce que je m'explique. Je proteste. La langue arabe est venue comme toutes les autres langues. Je suis obligé de vous retirer la parole, monsieur le ministre. Quand on ne connaît pas l'histoire, que vous rappelez à des gens qui peut-être par un accident de l'histoire sont devenus des chefs de ce pays, ignorant qu'il y a des Arabes au Tchad. C'est ces Arabes-là qui reconnaissent qu'ils les ont aidés pour arriver à la tête de cet État. Je voudrais que vous puissiez rappeler à ces gens-là qui dénaturent l'histoire. Nous sommes coincés par le temps. Je souhaiterais que les traductions en arabe et en sara soient suspendues durant les amendements. Et les traductions seront faites quand le document sera, disons, amendé complètement. Considérant que le présidium est contre la langue arabe, chaque fois qu'il y a un blocage, les gens veulent dire, mais supprimons d'abord la langue, pour qu'il ait raison. Et ça, c'est tout à fait anormal. Pourquoi la moitié de la salle qui ne comprend pas le français doit assister comme ça à nous, enfin, pour nous regarder? Nous ne nous adressons pas à la Libye, nous n'adressons pas au Soudan, à l'Iran, au Koweït. Ce qui s'est fait ici est fait pour les Tchadiens. Et si ces gens ont des maîtres à penser, ils auraient la latitude de prendre les documents et de leur envoyer ça par la poste. Je ne vais pas faire de la polémique, mais j'ai senti que notre peuple est frustré. À cause de ces individus-là, on ne peut pas frustrer des personnalités comme les chefs des cantons qui sont ici dans cette salle en ne faisant pas la traduction en arabe. Nous devons être en contact directement avec notre peuple. Pour ce qui concerne les Arabes, surtout les chefs de cantons arabes qui sont ici, pardonnez-moi, excusez-moi, dire à tout le monde que je n'ai rien contre vous. D'ailleurs, mes enfants sont des Arabes. Il faut bien savoir, j'ai des enfants arabes, il faut bien savoir. Je ne suis pas contre l'arabe. Notre arabe est mieux compris dans beaucoup de pays arabes que l'arabe du Soudan, que l'arabe de la Libye, que l'arabe de l'Algérie. Je suis pour l'intégration et l'évolution de l'arabe, que ce soit clair. Mais il y a des gens qui veulent faire de l'obscurantisme, qui veulent que tout soit noir, soit blanc. Nous sommes dans un monde où les idées évoluent et les idées doivent être prises dans leur contenu exact. Ce que je voudrais dire, une langue ne s'impose pas, ne se décrète pas. Je dirais à mon ami Kamougué que si en 1978, elle a été défendue, les mêmes raisons pour le moment sont valables pour la défendre. Défendons-la en tant que langue nationale, un facteur susceptible de nous unir. Nous sommes en train de chercher tout facteur, minime soit-il, susceptible de nous aider, de nous unir. Le frère Kebzabo, dans son intervention, il a dit que la langue arabe doit avoir droit de citer au Tchad plus que dans tout autre pays de l'Afrique subsaharienne. C'est réel. Les mots qui ont miné le pays pendant 30 ans et les remèdes qu'il faut pour sortir le Tchad de son ornière ont dominé les différentes communications des délégués. De ces interventions, l'on retiendra surtout la forme de l'État, la sécurité et la laïcité de l'État. Tout ce qui s'est passé dans notre pays, de l'indépendance à nos jours, en passant par les événements de février 1979, de mars 1980,
de juin 1982 et décembre 1990 n'est pas imputable seulement à un seul individu, mais à nous tous, certes à des degrés divers, à tous les Tchadiens, de toutes les régions, de toutes les ethnies et surtout de toutes les tendances politico-militaires confondues, et plus particulièrement de leur chef dont je suis l'un d'eux. Je n'élude pas mes propres responsabilités et je suis à la disposition de la conférence nationale souveraine pour m'expliquer le moment venu. Je dois dire à la suite de Monsieur le Président Goukouni qu'à l'exception de ceux qui n'ont jamais rien osé pour ce pays et de ceux qui n'ont pas seulement eu l'occasion d'oser quoi que ce soit, tous les autres, y compris moi-même, ont une part de responsabilité qu'ils doivent se tenir prêts à assumer. Je ne dis pas qu'il faille transformer la conférence nationale souveraine en un méga procès ou en une tribune pour règlement de compte en direct. Mais à la CNDS, nous disons et nous croyons que le pire piège qui guette la conférence nationale souveraine et le Tchad tout entier reste encore l'oubli. Nous ne devons jamais oublier, mais nous devons savoir pardonner pour préserver l'avenir. Nous devons, avec la hauteur de vue nécessaire, considérer le passé sans complaisance, ausculter les faits qui le jalonnent, sans jeter la pierre ni aux uns ni aux autres, et tirer froidement les conclusions qui nous empêcheront de recommencer. De cette manière seulement, croyons-nous, les Tchadiens réconciliés avec eux-mêmes et avec leur passé pourront bâtir leur grande case commune avec des piliers taillés dans le roc. Ne perdez pas de vue que les résolutions des problèmes politico-socio-économiques dépendront en grande partie de la mise en place des structures adéquates, d'un cadre juridique juste et acceptable pour tous, la nomination des hommes et des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour le triomphe de l'intérêt général au bénéfice du peuple. Dans l'immédiat, une de ces institutions doit particulièrement retenir l'attention. Je veux parler de l'armée. Elle peut être un élément sûr d'unité, de sécurité et de stabilité de la nation, comme elle peut engendrer les maux jusqu'à l'existence même de l'État. Les textes qui la régissent, recrutement, avancement, discipline, statut, etc., doivent être stables, protégés. Les vieilles démocraties, souvent amies, qui contribuent à l'existence de cette armée, vous attesteront que de tels textes ne se modifient pas au gré des régimes et ne subissent pas des modifications intempestives à la faveur de la volonté du prince. Certains ont plus d'un siècle d'existence. Les textes en vigueur dans l'armée tchadienne jusqu'en 1978 sont équilibrés et justes. Il est impérieux de les respecter sous peine de transformer l'armée en un véritable navire incontrôlable. Un État unitaire fortement centralisé, un aménagement à tous les niveaux d'une représentation du pouvoir central qui assure partout sa présence, l'autorité d'un préfet sur tous les services locaux qui satisfait aux besoins de direction et de coordination, et une construction hiérarchique, enfin, qui assure la solidité de l'ensemble. Cette attitude des premiers dirigeants tchadiens s'expliquait par leur souci de niveler les particularismes locaux, de mouler les spécificités ethniques afin de réaliser l'intégration nationale. Mais il faut surtout retenir que l'État unitaire institué au Tchad n'a pas réussi à réaliser cette unité nationale qui continue à s'effriter constamment. Avec le vent de la démocratie qui souffle en Afrique, et notamment au Tchad, le pape GS propose comme alternative le fédéralisme.
La témérité du pape JS trouvera son excuse, j'ose le croire, dans son souci de montrer que le fédéralisme peut constituer une solution réelle à l'unité nationale et au drame qui jalonne l'histoire du Tchad depuis l'indépendance à nos jours. Le pape JS soutient fermement qu'un État unitaire trop grand demeurera sous la menace d'un démembrement. La laïcité de l'État tchadien n'a jamais été démentie en théorie, ni dans les textes constitutionnels, ni dans les différents actes et chartes proclamés entre ces constitutions. C'est dire que chaque Tchadien peut pratiquer le culte de son choix en toute liberté et dans la tolérance. Dans les faits, malheureusement, cette laïcité n'a pas été respectée et l'État s'est constamment mêlé des questions d'ordre confessionnel, fin politique. Nous pensons qu'à l'avenir, l'État devra se démarquer de manière franche de toutes les religions et se tenir à égale distance de chacune d'elles. Aussi, les futurs dirigeants devront-ils s'abstenir d'utiliser les attributs de l'État lors des manifestations confessionnelles pour éviter de semer la confusion et vider la laïcité de son contenu. À l'église, à la mosquée ou au temple, le dirigeant est avant tout un fidèle comme les autres, même si des dispositions discrètes de sécurité sont indispensables pour le protéger en tant qu'incarnation de l'État. De la communication, l'on retiendra également celle de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Invité de la conférence nationale souveraine, l'ancien président malien a dans son discours mis l'accent sur la transition. Ne pensez pas que la fin de la conférence nationale souveraine sera la fin des difficultés. Pas du tout. Peut-être que ce sera le début de l'espoir, si nous parvenons à finir bien, et j'espère que nous allons le faire. Mais dites-vous qu'après la conférence nationale, il y aura toujours des difficultés à surmonter. La transition démocratique ne sera pas facile du tout. Il faut que chacun mette du sien et au maximum. Les institutions de la transition, une fois installées, auront besoin de l'appui de tous. La compréhension et même la complicité de tous les Tchadiens pour que cette transition puisse réussir. Il faut que chacun sache déjà que le gouvernement de transition ne peut pas régler tous les problèmes. C'était le même rêve qu'on avait au Mali. Parce que qu'est-ce qui se passe en Afrique aujourd'hui à cause de la démocratie? Les gens veulent tout et tout de suite. C'est pas possible. Mais il faut que nous gardions également une constante à l'esprit. C'est que l'État, qu'il soit pauvre ou riche, l'État ne peut nous rendre que ce que nous lui avons préalablement donné. La transition pour réussir a besoin d'un consensus permanent. J'oserais même, avec la permission du président, de dire que pour que la transition réussisse demain, il faut un contrat social national. L'analyse critique sur le passé sombre du Tchad a permis de jeter un regard vers l'avenir. Des différentes interventions, une charte de transition a été rédigée, mais le préambule de cette charte a suscité encore des divergences. L'avènement du 1er décembre 1990 a permis de jeter les bases d'une vie démocratique. Il faut relever à ce niveau que cette disposition n'a pas fait l'unanimité entre les 49 personnalités. Pour nous autres, les partis politiques, nous pensons que le préambule tel qu'il est libellé convient parfaitement à cette période de transition. En ce qui concerne l'avènement du 1er décembre, certes, le MPS, arrivé au pouvoir, a pris l'engagement vis-à-vis du peuple tchadien. Mais nous pensons qu'il est temps de mettre un terme à tout ce qui peut être attaché à des personnes ou à des régimes. Ce qu'a dit notre porte-parole, le président Alingué, et là je pense qu'également ce qu'il a dit, il l'a dit en son nom personnel. Parce que, en son nom personnel. Les mouvements patriotiques du salut
par le biais de son président, son Excellence Idriss Déby, nous a permis de tenir une conférence nationale où toutes les composantes présentes dans cette salle ont pu faire des déclarations librement et soulever tous les problèmes, tous les maux qui ont miné ce pays. Je voudrais, comme cela a été fait ailleurs aussi, qu'on fasse mention de l'avènement du 1er décembre. Monsieur Kerala, nous avons arrêté une procédure, il faudrait la respecter. Ce n'est pas à partir du 1er décembre ni du 4 décembre que la pression s'est exercée pour l'établissement de la démocratie au Tchad. C'est la lutte quotidienne de chacun d'entre vous, de tout le peuple, des femmes, des enfants, des familles tuées. C'est cela qui a amené la révolte, même du 1er avril. Et c'est cela qui a amené le vent de démocratie qui souffle très doucement sur le pays, mais qui n'est pas encore ancré. Alors vous voulez, à partir de contre-vérités, établir l'histoire de notre pays, l'UFD s'en décharge. S'il ne devrait être ainsi, le mouvement du salut tirera toutes les conclusions. Et je pense qu'il n'est pas normal que pour un parti qui assure la gestion de l'État, de tenir des propos excessifs, quelle que soit l'émotion qu'on peut sentir. Je pense que si la date du 1er décembre est considérée comme étant la victoire de MPS, je crois que, en toute objectivité, le MPS a lutté pour la chute de la dictature, ça c'est une réalité, mais il n'a pas été le seul à lutter. Je crois que la lutte du peuple tchadien ne commence ni au 1er décembre ni au 1er avril. Je propose la chute du régime de parti unique sous les coups conjugués des différentes forces patriotiques ont ouvert la voie à une vie démocratique. La chute, effectivement, est sous le coup complet de plusieurs forces. Voilà mon compromis. Merci, Monsieur le Président. Le bureau de la Commission a tenu compte de ces amendements et est prêt à nous faire une contre-proposition. Je donne la parole au Président de la Commission. La chute du dernier régime de parti unique sous les coups conjugués des différentes forces patriotiques a ouvert la voie à une vie démocratique. Est-ce que vous seriez d'accord avec la dernière version telle que lecture vient de vous en être donnée? Il en est ainsi décidé. Le préambule du document est donc adopté. Il y a eu des interventions, surtout de MPS, concernant si vous voulez que je parle, écoutez et puis vous allez répondre. Même s'il y a des MPS qui restent dans la salle, il faut m'écouter quand même en attendant. Je voudrais tout simplement dire pour que tout le monde sache, que depuis 1960, on a toujours eu des libérateurs. Tom Alba est libérateur, le CCM libérateur, l'URID CCFAN libérateur, et que sais-je encore, à l'heure actuelle, nous sommes au niveau de MPS. Et personne n'a libéré les Tchadiens jusqu'ici. Et je vois très mal que certaines personnes ont la prétention d'insérer indirectement ou directement comme quoi il y a quelqu'un qui a libéré les Tchadiens. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu un libérateur quelconque. Le fait de vouloir donner à la démocratie la date du 1er décembre, c'est une vanité. Vanité de vanité et tout est vanité, disait l'Ecclésiaste. S'il faut les aider, pour ne pas frustrer ses camarades,
Nous sommes prêts à faire des concessions, nous sommes prêts à nous entendre. Mais il n'y a pas de date pour une démocratie, que chacun le sache. Alors, maintenant, il faudrait qu'on fasse des pieds et des mains, qu'on ramène ces camarades-là dans la salle, qu'on s'entende et qu'on continue le travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'incident auquel nous avons assisté tout à l'heure, à savoir la sortie de nos frères du MPS, le MPS étant le parti du gouvernement, il n'était pas possible que la conférence se déroule normalement en l'absence du MPS. Le problème était donc très sérieux et il fallait que nous mettions à profit ce temps de suspension pour procéder à des consultations. Des consultations, il y en a eu avec différents mouvements, avec différents partis politiques, avec nos amis du MPS, et nous sommes maintenant très heureux de voir qu'après ces concertations, nos amis du MPS ont décidé de reprendre leur place dans la salle. Après médiation des uns et des autres, un compromis a été trouvé, le MPS a repris sa place et la charte a été adoptée. Une charte qui prévoit l'élection d'un Premier ministre. 15 candidats se sont présentés à cet effet et chacun a fait sa profession de foi devant les délégués avant les élections. Je pense que nous sommes déjà ici depuis un certain temps et les uns et les autres m'ont appris à me connaître. Donc je laisse cette candidature à votre conscience et j'espère que votre soutien sera important pour l'emporter au deuxième tour. J'ai décidé de me présenter au poste de Premier ministre et je sollicite le soutien des femmes et des hommes, vieux et jeunes, pour qu'ensemble, nous remplissions cette mission, la mission de défendre les intérêts permanents de notre pays, le Tchad, pendant cette transition. C'est à cela que je vous convie. Si je suivais les intérêts de l'Union nationale et mes intérêts propres, je ne me présenterai pas comme candidat au poste de Premier ministre. Mais je pense que devant l'intérêt national, les intérêts particuliers doivent s'effacer. À 60 ans, je ne cherche pas certainement un poste pour me faire un gâteau. C'est l'énormité de la tâche, c'est la difficulté de la tâche, c'est la situation difficile dans laquelle se trouve mon pays qui me fait obligation d'accepter de solliciter ce poste-là pour essayer de passer les dernières années de ma vie à essayer de rendre service à mon pays. C'est pour les difficultés de la tâche que je m'offre aujourd'hui. Et si demain, à cause de ces difficultés de la tâche, il m'arrivait de mourir, eh bien, ce serait la plus belle mort parce qu'il n'y a rien de plus beau que de mourir pour son pays. La fois dernière, je m'étais présenté à vous. Vous m'avez sanctionné et vous avez raison. Aujourd'hui encore, je me présente à vous. Cette fois-ci, je saisis vos deux mains. Je vous demande d'aider le pays. Ce n'est pas moi. Mon grand rêve, c'est de voir le Tchad devenir un jour la Suisse de l'Afrique. Parce que je ne fais pas la politique pour mériter le paradis, mais c'est pour être heureux sur la terre. Et avec tous mes frères. Donc mes amis, mes frères, je ne peux pas dire autre chose. Il vous appartient de juger et de me juger à travers les actes que je fais. Compte tenu de la situation difficile dans laquelle nous trouvons, nous pensons qu'avec le président Déby, nous pouvons former une bonne équipe. Je pense également que si j'ai sollicité le suffrage des uns et des autres, c'est pour que cette période de transition se passe sans problème. La situation économique et financière, la crise sociale, le respect des droits de l'homme. Pour vaincre tous ces défis, je n'ai pas grand-chose à offrir que ma volonté de travailler. Je m'appelle Fidèle Moungar. Depuis 11 mois, je m'occupe de l'éducation nationale. Si vous me faites confiance,
je me battrai de toutes mes forces pour que nous puissions gagner. Je voudrais vous dire que la transition se fera nécessairement avec des problèmes. Des problèmes de rapport entre les hommes et des problèmes que les Tchadiens vivent quotidiennement. Celui qui dit que la transition se fera sans problème avec lui, c'est un menteur. Si le président Idriss Déby lui-même pouvait vous dire quel genre de rapport j'ai avec lui, vous pourriez sans hésiter dire Gali doit être à côté de lui. Nous pensons qu'il est difficile de bâtir quelque chose de durable sur le mensonge. Très difficile. Je n'irai pas beaucoup plus loin, c'est à vous de voir si c'est à des gens comme ça qu'on doit confier le genre de charge que je postule ou pas. Si je me présente aujourd'hui, c'est pour poursuivre ce que j'ai toujours fait. Dans la note que j'ai eu à distribuer, il y a une petite phrase qui est intitulée « Servir l'État ». Et c'est cela que je voudrais continuer à faire. N'appartenant à aucun parti, j'ai envie, j'ai la prétention de vouloir conduire la transition en douceur, comme on dit. Donc je pense qu'il est possible de collaborer, de travailler ensemble pour mener à bien cette jeune démocratie, pour permettre à ceux qui, au terme de la transition, voudraient bien se lancer dans d'autres combats. Nous avons pendant 2 mois dit nous-mêmes ce que nous voulions. Nous avons demain à le faire ensemble avec celui que vous aurez choisi. Ce Tchad nouveau, je voudrais le servir. Je voudrais le servir avec vous, avec les jeunes, avec les femmes. Et je vous fais une confidence, si jamais vous me portez à la tête de cette primature, je crois que les femmes seront normalement représentées, les jeunes seront normalement représentés. Et j'estime et je crois aussi que la lutte contre la violation des droits de l'homme se poursuivra dans le cadre de nos lois, bien sûr. Je vais proposer ma modeste personne, que vous connaissez certainement, pour vous demander qu'ensemble, que tous les Tchadiens se remettent au travail. Parce que nous avons un grand pays, un pays dans lequel je crois. Je crois profondément au Tchad, je crois sincèrement aux Tchadiens, et le Tchad pour moi c'est une passion. Le point culminant de cette retrouvaille entre Tchadiens, c'est le choix de la personne qui devra diriger l'équipe gouvernementale de la transition. Abdelkerim Fidel Moungar, ancien ministre de l'Éducation nationale et président du parti Actus, est élu Premier ministre. Ça n'a pas été facile, de même que la désignation des 57 membres du Conseil supérieur de la transition. Le CST qui, comme on le sait, joue le rôle d'un organe consultatif et de loi et donc d'une Assemblée nationale. Cette étape, presque la dernière, donne lieu à un prélude des travaux de la clôture. La clôture qui intervient le 7 avril 1993. Cette matinée du 7, le décor est planté, la salle comble comme à l'ouverture le 15 janvier. Une présence extraordinaire des délégués, dont parmi eux l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Devant ce parterre de personnalités, le chef de l'État Idriss Déby fait son discours. Un engagement est pris solennellement. Je m'engage à faciliter personnellement la transition. La transition doit commencer dès la sortie de cette salle, a-t-il dit. Nous devons éviter en particulier un démarrage trop lent et n'oublions pas surtout que dès notre sortie tout à l'heure de cette salle, le Tchad entre dans la transition. La recherche du consensus a permis d'élaborer des textes et de mettre en place les organes qui en découlent. Les recommandations de la Conférence nationale souveraine seront une source
de reste. Merci. Je compte sur les membres du Conseil supérieur de la transition et sur les membres du futur gouvernement pour travailler avec le même esprit de compréhension et de dépassement qui a prévalu pendant les travaux de la Conférence nationale souveraine. Du succès de cette phase dépendent la paix et l'avenir du pays. Ainsi, le Tchad vient de tourner une page de son histoire. Les Tchadiens ont tiré les leçons du passé et jeté les bases d'une nouvelle démocratie.